were driven to court in a closed van. It's driven right into the premises of the court, and you get off from the vehicle straight into another cell. We don't see much except through small windows in the van, in the vehicle. That's where my Amandla started from. Amandla! All power to the people. All power to the people. Amandla! Amandla! And the audience replied, where to? The cry of the African National Congress. Amandla is power. Where to is ours. Amandla! The fist shows strength. Amandla! Word to the corners. This was not to the liking of the police. En fait, j'ai été contacté par la personne qui a numérisé les 256 heures du procès Rivonia. Il avait été enregistré sur des dictabelts, c'est une espèce de vinyle souple qu'on peut plier et qu'on enroule autour d'un cylindre et qu'on lit avec un diamant un petit peu comme un tourne-disque. Donc forcément, la personne qui a fait la numérisation devait écouter très attentivement parce que s'il y avait une saute, il pouvait y avoir 4-5 secondes qui n'étaient pas numérisées. Et l'ingénieur qui a inventé la machine pour numériser les dictabelts et de surcroît une personne qui est doctorante en histoire. Donc cette personne-là qui s'appelle Henri Chamou a été bouleversée par ce qu'elle entendait, et notamment par l'un des accusés, l'accusé numéro 5, Ahmed Kathrada, qui est un des meilleurs amis de Nelson Mandela, d'origine indienne. Et il se trouve que moi j'avais interviewé plusieurs fois Ahmed Kathrada, et donc Henri Chamou a fait des recherches sur Google pour en savoir plus sur Ahmed Kathrada et est tombé sur mes entretiens. Et donc Henri m'a envoyé un mail en me disant voilà, j'ai ces 256 heures d'archives sonores dans mon laboratoire. Et en plus, il était à 3 stations de métro de chez moi à Paris, donc c'était vraiment tombé du ciel, un cadeau quoi. Et je me suis rehué vers son laboratoire. Il m'a fait écouter 2 bobines de 30 minutes et moi j'étais bouleversé parce que j'ai entendu. Donc j'en ai fait une première interview, une première émission radio où je permettais à Kathrada de réagir à ce qu'il entendait. Et après, je me suis dit, là j'ai entendu qu'1 heure et déjà c'est une mine. Je me suis dit qu'il fallait aller nettement plus loin et pour que ces voix résonnent le plus possible. Et donc j'ai eu l'idée de faire un film. Et je ne voulais pas le faire tout seul parce que je m'en sentais incapable, parce que je voulais que ce soit une aventure collective aussi, parce que je savais que j'étais parti pour un bon bout de temps. En radio, un enrobé radio d'une minute 15, ça peut se faire en une après-midi. Je savais que là, un long métrage documentaire, on en prenait pour minimum 2, 3, 4 ans. Et donc la production m'a présenté Gilles Porte, qui a mis 1 minute ou 2 avant de dire banco, on y va. Ouais. Alors moi j'ai rencontré Nicolas en novembre 2016, je connaissais l'Afrique du Sud, je suis allé plusieurs fois en Afrique du Sud avec une caméra, je connaissais évidemment Nelson Mandela comme tout le monde, j'ignorais que le procès avait duré 9 mois, j'ignorais que des Blancs avaient pris la cause contre l'apartheid et avaient été en prison à cause de ça, et bref j'ignorais beaucoup de choses. Nicolas me fait le pitch, il appelle de chez moi les 3 survivants de chez moi, et c'est vrai que l'Afrique du Sud, la France, il n'y a pas de décalage horaire, et je dis à Nicolas on part tout de suite, sans financement. On décide de partir tout de suite avec un petit appareil photo, qui est l'équivalent du Canon 5D, mais c'est pas un Canon 5D, mais c'est un Sony Alpha 7S pour ceux qui s'intéressent à la technique. Et on part avec mon ancien assistant et un ingénieur du son, on part à 4, retrouver ces anciens accusés, qui ont fait 26 ans de prison, et plus 2 avocats. Parce que Nicolas me dit qu'il y a 2 avocats qui sont survivants sur les 5. Sur les 5 avocats de la défense, il y en a 2 qui sont survivants. Quand Nicolas me parle de ce procès, il me dit qu'il n'y a pas d'image. Alors on regarde 2-3 images fixes et il me montre des dessins de la femme d'un des accusés et qui croque au procès le procureur, les gens dans le public. Et c'est vrai que même aujourd'hui, on ne peut pas filmer les procès, mais on peut les dessiner. T-News, qui était un ami, avait dessiné notamment le procès en Corse et je me souviens de ça et je dis à Nicolas, mais
il faut faire des dessins. Et donc c'est pour ça que dans le film, c'est un mélange d'interviews, c'est un mélange d'images d'archives, sur des films de propagande qui sont incroyables. Et il y a beaucoup de dessins, il y a 40 minutes d'animation avec un dessinateur que je présente à Nicolas, qui s'appelle Ourde et que j'ai présenté à Nicolas. Et Ourde a la particularité de faire un travail qui s'inscrit beaucoup sur le son. Et Nicolas et Ourde, ça a tout de suite matché. Et Nicolas me propose de me faire rencontrer un ami à lui, qui est un compositeur de musique. Je tiens à dire que si ces gens ont travaillé avec nous, c'est effectivement parce qu'on a des liens humains très forts, mais surtout pour leurs compétences artistiques. Et c'est comme ça qu'on rencontre Aurélien, et on crée très rapidement une petite bulle artisanale. Et on tient à ce mot, artisanal, parce que c'est vraiment un film qui s'est fait. On se retrouve à Cannes, là aujourd'hui, à l'hôtel Majestic, mais sincèrement, le film, on l'a pas fait comme ça. Schroeder, you told us that you were born in Schweitzer-Reneke in 1929. Were you brought up there until you went to school? Yes, my lord. Until I was about 8 or 9, I had to come to Johannesburg to school. Why was that? That is because there were no schools in the country towns for Indians, and I was not allowed to attend either the European school or the African schools. Now, in 1951... In 1951, yes, the Students' Liberal Association asked me to attend a conference on its behalf of the International Union of Students. I see. Did your visit to Europe make any impact upon you? Get a bit of a shock? My lord, to a non-European leaving South Africa and going to Europe, it's like entering a new world. My very first impression was when I saw at the airport in London Europeans scrubbing the floor. Anyway, you were able there to attend the theatre, ballet, opera. Well, even to attend a restaurant. I mean, to have a cup of tea in a restaurant. That you It can't was the do. first time in my life that I could walk into a restaurant and have a cup of tea. À l'heure du fake news, on a vraiment fait le choix de construire, d'écrire et de monter le film autour d'une sélection d'archives sonores. C'est vraiment la matrice. Et de ce point de vue-là, en fait, c'est le même processus de création que pour un documentaire radio au final. Parce qu'on peut réécrire l'histoire, on peut tricher, on peut mentir, on peut enjoliver, on peut en rajouter un petit peu, sauf que là, on a les vraies archives sonores du procès. Donc on a un procureur qui est raciste, cruel, méprisant, agressif, qui a suffisamment de lourds et de pièces à conviction pour les envoyer à l'échafaud. Et c'est là on voit le courage de ces hommes, parce qu'on les entend ne pas du tout se démonter, alors que le procureur les met vraiment dans un coin. Quand on écoute la charge du procureur, on a l'impression qu'ils sont fichus. Mais eux, en fait, contre-attaquent en faisant le procès de l'apartheid à chaque fois. Ils ne livrent jamais les noms de leurs camarades en liberté. Et ils sont quand même dans une posture qui est on ne peut plus inconfortable, parce qu'ils risquent vraiment la peine de mort. Et même ceux qui auraient pu s'en sortir avec une relaxe décident de jouer collectif. Et là, je pense notamment à l'accusé numéro 5, Ahmed Katrada, parce que le dossier de l'accusation contre lui était presque vide. Donc lui, il aurait pu choisir une défense sur mesure, ne pas jouer collectif, se désolidariser et répondre sur du factuel. Mais non, lui, il a dit « je reste avec les copains ». Et il a même aggravé son cas en disant des choses finalement que le procureur ne lui avait même pas demandé pour faire le procès de l'apartheid. Et cette bravoure-là, nous, on a besoin de rajouter absolument rien du tout, parce qu'elle est 100% authentique. D'où la difficulté du film, et le parti pris tout au long de ce film, jusqu'aux dernières touches finales, c'est de tout faire au service de ces archives sonores. C'est-à-dire que la musique ne doit jamais empiéter. Le dessin non plus. C'est-à-dire que la commande, finalement, pour le compositeur et pour le graphiste qui va faire les animations, est une commande qui est assez délicate. Parce qu'on lui demande de faire quelque chose d'extraordinaire, mais pas trop quand même, parce qu'il faut qu'on écoute. Il faut qu'on écoute.
Et Ourde, c'était la personne adéquate pour ça, parce que c'est quelqu'un qui, de toute façon, pour ses projets personnels de court-métrage, commençait toujours à partir du son. Il a fait des courts-métrages à partir de la musique, il a fait des courts-métrages à partir d'une langue qui n'existe pas, mais qu'il avait inventée pour des enfants. Donc lui aussi, le point de départ de son œuvre, c'est le son. Et nous, on se mettait au service du son et au service de l'histoire fantastique de ces hommes-là. Je rajoute que dans ce film, bon, j'ai évidemment appris beaucoup de choses, mais on apprend notamment que Mandela, il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que c'est bien de le rappeler quand même. Et que c'est les accusés qui ont choisi, en accord tous ensemble, de mettre Mandela comme tête de gondole pour mettre un visage sur leur mouvement. Et on apprend même que, et là je pense à l'accusé numéro 2, Walter Sisulu, que Mandela, tout ce que dit Mandela, se réfère à ce que dit Walter Sisulu. Ils ont choisi Mandela, qui était avocat, qui avait 44 ans, je crois, à l'époque, et parce que c'était un formidable orateur. Et parce qu'il avait un cursus que n'avait pas Walter Sisulu, qui n'avait juste son certificat d'études. Donc il y a une intelligence dans ce procès. Même, on s'aperçoit que parfois les avocats ne sont pas d'accord avec la stratégie des accusés, mais les stratégies leur rappellent que celles des clients, c'est eux, que c'est eux qui décident au péril de leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que leur cause était plus importante que leur vie. Ce qui évidemment a une certaine raison, quand on retrouve les enfants, quand on retrouve les femmes, voilà, ça a des conséquences, mais je pense que c'est aussi je ne dis pas qu'on corrige l'histoire, mais je dirais sans écorner la statue, l'icône, mais on rétablit certaines vérités qu'il est bien de rappeler. Sans collectif, il n'y a pas grand-chose en fait. Le discours de Mandela pendant le procès, qui est un discours qui a duré 3h30, et qui lui permettait de ne pas répondre, c'était une option qui existait à l'époque dans le droit sud-africain, de ne pas se soumettre à un contrat d'interrogatoire du procureur, parce que le collectif des accusés voulait qu'il y ait une espèce de discours de politique générale de l'ANC. Donc c'est quelque chose c'est un discours qui a été mûri, pensé, travaillé, annoté par les autres co-accusés. Et en fait, Mandela, le jour de sa libération, en février 90, décide de clôturer son discours par les mêmes phrases de ce procès, donc qui sont encore valables 27 ans plus tard. Et il dit effectivement, j'ai lutté contre la domination blanche, j'ai lutté contre la domination noire, ce qui est très fort et très vibrant. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs de ce point de vue-là, c'est que les accusés pendant le procès sont assez révérencieux vis-à-vis du procureur. Il y a même des moments de quasi-complicité en fait, où ils restent très très courtois. C'est-à-dire que le procureur les allume complètement, mais à part une ou deux fois peut-être Walter Sisulu, ils sont très très calme. Dennis Goldberg, il parle avec une voix très très suave. Il n'y a pas de sortie de route, il n'y a pas d'écart de langage. C'est je vous en prie, asseyez-vous. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Oui, votre honneur. Il reste très poli. Et c'est peut-être aussi par ces petites choses-là qu'on montre qu'ils ne veulent pas insulter l'avenir. Et c'est tout le cœur du film aussi, parce que eux, ils avaient décidé de mener une campagne de sabotage. Ils avaient préféré ça à des bombardements dans des écoles qui auraient fait des morts. Et ensuite, ça aurait été très dur d'essayer de bâtir une nation arc-en-ciel. En revanche, ils se sont dit, si on fait sauter des pylônes électriques et des bâtiments administratifs à 2h du matin, les Blancs ne seront pas tous contre nous et on pourra encore peut-être bâtir une nation démocratique non raciale. Il faut savoir que le titre du film, l'État contre Mandela et les autres, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est l'État, c'est le titre du procès. C'est-à-dire que l'État sud-africain voulait montrer au monde entier à quel point ces terroristes qu'ils venaient d'attraper, il fallait les condamner à mort. Et donc ils décident de médiatiser ce procès. Et les accusés ont eu un coup d'avance sur eux, c'est-à-dire qu'ils veulent le médiatiser, on va le médiatiser. Et donc ils ont une attitude extrêmement intelligente et qui leur a sauvé la vie. C'est finalement l'attitude du gouvernement qui leur a sauvé la vie, c'est parce en parlant comme ils l'ont fait, le monde entier, et là je pense à l'ONU, parfois on nous dit l'ONU ça sert à rien. Pour le coup, l'ONU a sauvé la tête de ces gens-là, et particulièrement les Américains, a sauvé la tête de ces gens-là, puisqu'ils n'ont pas été condamnés à mort, et après on connaît l'histoire, c'est-à-dire que voilà, après ils ont pu créer cette nouvelle Afrique du Sud. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça avance, mais cette nouvelle Afrique du Sud est née le jour du procès de Rivonia. C'est ça qui est intéressant avec ce procès, parce que en fait, le gouvernement sud-africain voulait le médiatiser pour dire voilà, on a décapité l'insurrection. Et en fait, ils se sont tirés 2 balles dans le pied. Parce qu'ils ont accentué la position de leader de Nelson Mandela,
ne serait-ce qu'en choisissant comme titre officiel du procès l'État contre Nelson Mandela, c'est-à-dire que c'est lui le chef, et les autres, ce qui est extrêmement réducteur pour les autres, et c'est ce qu'on souhaite corriger dans notre film. Et effectivement, Mandela et les autres étaient personnellement bannis. Leur organisation était interdite depuis plusieurs années. Eux, ils étaient contraints de vivre dans la clandestinité. Donc ils ne pouvaient pas tenir de réunions publiques, ils ne pouvaient pas s'adresser à des journalistes. C'était très très dur pour eux de mobiliser leurs partisans dans ces conditions-là. Et voilà que l'État leur organise un procès en faisant venir des journalistes. Il y a des ambassadeurs dans la salle. Donc ils voient là la possibilité d'avoir une caisse de résonance énorme et ils saisissent l'opportunité. En voyant le film aujourd'hui avec Nicolas et en se demandant quels sont finalement les mots, s'il y a un mot à retenir, c'est même pas le mot apartheid, c'est le mot engagement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont engagés, alors c'est au summum, c'est Jean Moulin. Alors, c'est combien de Jean Moulin en 1940 ? Quels sont les gens qui s'engagent aujourd'hui ? Quels sont les politiques qui s'engagent aujourd'hui ? Quelles sont les politiques qu'on a ? Et donc, nous on a hâte de montrer ce film évidemment, mais de le montrer aussi aux lycéens, aux gens qui ont entre 13 et 17 ans. Qui se posent des questions sur l'engagement et sur le collectif. Dans une société où on est de plus en plus individualiste. Donc ça nous ramène à des fondamentaux qu'il est bien de rappeler. Et ça, moi personnellement, je l'ai découvert en travaillant avec Nicolas au fur et à mesure que le film se faisait. Mais je dis putain Nicolas, on n'a pas fait un film sur l'apartheid, on n'a pas fait un film même sur l'Afrique du Sud, on a fait un film sur l'engagement. Qu'est-ce que c'est que s'engager aujourd'hui ? Tu sais, ce qui est intéressant sur l'histoire de Mandela par rapport à pouvoir blanc et pouvoir noir, c'est qu'au début, Mandela était très africaniste. Ouais. Et c'est en rencontrant justement les communistes blancs à Johannesburg qu'il a changé. Au début, moi j'ai cru comprendre qu'au début, Walter Sisulu était beaucoup plus favorable à une alliance avec les communistes que Nelson Mandela, qui, en tant qu'africaniste, voyait ça un petit peu comme quelque chose venant de l'Occident. Et Walter était déjà membre du parti. Ouais, et donc Mandela avait des réserves, et c'est dans un deuxième temps qui, je crois que c'est le terme un peu qu'il a employé pour le mouvement qui allait au-delà des frontières de l'ANC, c'est nous, on est une broad church, on est une grande église. Et donc on peut mettre énormément de composantes différentes dans notre mouvement, si tant est qu'on a le même objectif à la fin. C'est d'ailleurs, tu as raison de parler du communisme, parce qu'on est en plein cœur de la guerre froide dans les années 60. Et l'État sud-africain a voulu médiatiser ce procès en faisant un procès contre le Parti communiste. Procès qu'ils ont perdu à ce niveau-là. D'ailleurs, mais ils ont tous été communistes. Ils étaient tous communistes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au moment du procès de Rivonia, personne quasiment en Europe et en France n'en a parlé, sauf une députée communiste, Marie-Claude Vaillant-Couturier, qui est intervenue à la tribune de l'Assemblée nationale pour dénoncer le procès qui était fait. Nous, on a plongé dans les archives. Parce que des gens nous disent, mais pourquoi dans le film vous mettez des archives, pourquoi les Américains à l'ONU ? Mais si on met les Français présents à l'ONU sur ce qui se disait, la position de la France, elle n'est pas terrible à ce moment-là. La position américaine est aussi ambiguë, parce que les Américains se sont abstenus sur une résolution qui est passée, qui demandait à l'État sud-africain de renoncer au procès. Et là, les Français et les Américains se sont abstenus, et les Britanniques aussi. Tout en condamnant le procès et tout en condamnant les politiques de l'apartheid, mais sans voter en faveur de cette résolution. Je termine en disant que j'ai croisé par hasard une amie qui sera à la projection ce soir, qui n'a pas vu le film, qui s'appelle Anne-Marie Jassir, qui est la grande réalisatrice palestinienne. Je la connais bien parce que j'ai travaillé pour elle. J'ai fait un long métrage de fiction en Jordanie qu'elle produisait. Je suis resté 3 mois avec elle. Je crois qu'il y a forcément une résonance importante. Pour les Palestiniens, Mandela, ça veut dire quelque chose. Mandela, quand il est sorti, il a dit « je serai libre quand les Palestiniens sont libres ». Donc on sait la longue marche qui reste à faire. Mais on ira présenter ce film. On sait aujourd'hui qu'on ira présenter ce film là-bas, dans les territoires occupés, grâce à Anne-Marie Jassir. On ira ailleurs, le plus possible on ira ailleurs, dans les pays étrangers mais en France aussi, parce que je pense que c'est important d'accompagner ce film-là pour raconter qu'il y a encore beaucoup de choses à faire.